Alors comme promis, nous allons refaire un autre calcul concernant les règles de Slater. Alors pour vous, un autre groupe d'étudiants, c'est quoi ces histoires de règles de Slater? Alors c'est expliqué plus en détail sur la vidéo qui s'appelle « Règles de Slater, exemple du lithium ». Aujourd'hui, on va faire le sodium, mais je vais aller un peu plus vite. Comment est-ce qu'on peut calculer l'énergie des électrons, l'énergie orbitalaire si vous voulez, dans les systèmes polyélectroniques? On connaît la formule lorsqu'il y a un noyau et un électron. Vous savez, c'est en électronvolts, moins 13,6 fois Z au carré divisé par N au carré. Vous vous souvenez? Dans des systèmes hydrogène et hydrogénoïdes, l'énergie ne dépend que de Z, quand c'est l'hydrogène, c'est 1, et de N. Mais dès qu'il y a plusieurs électrons, la situation se complique, et ça implique par exemple les règles de Kleshkovsky. Vous voyez, c'est l'ordre, l'énergie augmente comme N plus L. Vous voyez, donc il y a une indication que c'est un peu plus compliqué. L'origine physique de la complication, si vous voulez, c'est que vous êtes dans des systèmes à 3 corps. Un noyau, au moins 3 corps, et au moins 2 électrons, voire 3 électrons, voire 4 électrons. Quand il n'y a qu'un noyau et un électron, c'est facile de comprendre que l'interaction principale, c'est une interaction électrostatique attirante entre un noyau chargé plus et un électron chargé moins. Vous êtes d'accord? Donc il y a une force. C'est pour ça que l'énergie d'ailleurs est négative. L'électron est dans un puits de potentiel. Maintenant, je pense que c'est facile de comprendre que lorsqu'il y a un autre électron, eh bien, il y a aussi une répulsion entre les deux électrons. Vous comprenez l'idée? Les deux électrons sont attirés par le noyau, mais en même temps, il y a une répulsion électron-électron. Et cette répulsion électron-électron, elle a comme conséquence que c'est comme si l'électron voyait une charge du noyau plus faible qu'elle n'est en réalité. Ouais, c'est comme si quelqu'un tirait dans l'autre sens. Et donc, il y a des méthodes qui permettent d'estimer ces répulsions électron-électron et qui permettent en fait de calculer ce qu'on appelle un Z effectif, c'est-à-dire une charge telle que la voit l'électron compte tenu de la présence des autres électrons. Oui, donc les autres électrons, ils forment comme un écran, si vous voulez, entre l'électron et le noyau. Et d'ailleurs, M. Slater, qui est à l'origine d'une des méthodes les plus connues, appelait ces coefficients les coefficients d'écran. Donc globalement, vous verrez dans votre support de cours, il y a un tableau avec les coefficients de Slater. Ils ne sont pas à apprendre par cœur. Moi, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est utiliser ce tableau, ces coefficients, pour calculer les énergies des orbitales, avec les quelques exemples qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est, à partir de ces coefficients, vous allez voir, en fonction des électrons, on va traiter l'exemple du sodium, qui est déjà dessiné ici. Le Z réel du sodium, on le connaît, c'est 11. La charge du noyau sodium, vous êtes d'accord, c'est plus 11. Donc c'est 11. Mais cet électron-là, il ne voit pas une charge de plus 11 parce que, vous voyez, il y a plein d'autres électrons entre lui et le noyau qu'on représente ici, si vous voulez. Vous êtes d'accord? Il y a plein d'autres choses. Donc, il y a des écrans. Et les écrans, eh bien, c'est une somme de contributions, tac, 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 qui fait que le Z, là, eh bien, il peut être, je fais n'importe quoi, il va peut-être valoir 2,3, etc. On ne sait pas, on va voir. Mais en tout cas, ça sera une valeur évidemment beaucoup plus faible parce qu'il y a des écrans entre cet électron et le reste. Bien, donc on y va, on va voir comment M. Slater propose ce calcul. Et une fois qu'on a ce Z effectif, eh bien, Slater, il dit, tu recalcules l'énergie comme avant. L'énergie, par exemple, on va calculer l'énergie de l'électron 3s, pardon. Eh bien, ça sera moins 13,6 fois, non pas le Z, mais le Z effectif au carré,
divisé par 3 au carré, ça veut dire le n de la couche dans laquelle se trouve l'électron qu'on examine. Et vous le verrez, j'ai traité d'autres exemples pour des atomes plus lourds. Lorsque n est encore plus grand, Slater s'est rendu compte que son modèle ne marchait plus trop bien, en comparaison évidemment de valeurs expérimentales. Alors il a même proposé de changer quelquefois la valeur de n. Vous verrez, il y a un tableau dans la première vidéo où, au lieu de prendre 4 par exemple, quand vous avez des électrons 4s ou 4p, Slater il propose de prendre 3,7. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour que son modèle rende mieux compte des valeurs expérimentales. Parce que le but du jeu d'un modèle, c'est que ça fitte bien avec les valeurs expérimentales. Vous voyez, ce n'est pas juste pour faire un modèle comme ça, pour que ce soit joli, quoi. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à rendre compte de la réalité expérimentale, et c'est elle, évidemment, qui fait loi. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer ce z effectif. Et là, donc, on prend un tableau. Vous verrez, je vais l'introduire dans la vidéo, là maintenant, au-dessus de moi, ou par là. Et ce tableau, c'est un tableau à double entrée, et qui nous indique, pour un électron donné, comment est-ce qu'il est écranté par ces électrons-là et par ces électrons-là. OK? Donc, vous verrez, c'est très simple. Donc, on regarde, le tableau ressemble à ça. J'ai une petite feuille ici. Je ne connais pas les coefficients par cœur. Quoique, si on fait normalement 15 exemples, après, on les connaît pratiquement par cœur. Donc, ici, on regarde. Là, nous, on a un électron 3s, 3p. C'est ce groupe-là proposé par Slater. Donc, on va voir. Il nous dit l'écrantage pour les électrons 1s, c'est 1. L'écrantage pour les électrons 2s, 2p, c'est 0,85. Et puis ensuite 3s, 3p, bon, il n'y a pas d'autres électrons à ce niveau-là, donc on retient 1 et 0,85. Regardez, c'est très simple. Vous voyez, donc cette vidéo sera courte. Donc ici, les coefficients, maintenant on va pouvoir les calculer. Slater nous dit, on regarde cet électron, est-ce qu'il y a un autre électron dans ce groupe de son tableau? Non. Donc il est tout seul, c'est cet électron qu'on regarde. Donc cet électron, il est écranté par ces électrons-là. Et dans le modèle de Slater, c'est un même groupe. Il considère que tous ces 8 électrons 2s, 2p écrantent, repoussent, si vous voulez, de la même manière cet électron 3s. Et il nous dit, par électron, le coefficient à choisir, c'est 0,85. Ce n'est pas moi qui l'invente, je regarde son tableau. Je regarde, quand un électron est 3s, il est repoussé par un électron 2s, 2p à 0,85. Il y en a 8. Donc, tu fais moins 8 fois 0,85. Okay. Et ce n'est pas fini, puisqu'on est jusque-là. Donc, maintenant, il y a encore 2 électrons 1s. Vous voyez, ils font aussi écran, évidemment, ils sont là. Donc, on regarde dans le tableau, on dit, tiens, si tu as un électron 3s, par rapport à 1s, coefficient 1. Donc, et comme il y en a 2, tu fais encore moins 2 fois 1. Quelqu'un peut me faire ce calcul, s'il vous plaît? Donc, ça doit être juste. Regardez, c'est quand même... Je vous rends juste attentif sur cet exemple simple. La charge réelle du noyau, du sodium, c'est plus 11, vous êtes d'accord? Dans ce modèle de Slater, et ça marche assez bien, ce modèle rend bien compte des énergies orbitalaires, l'électron qui est ici, il voit un peu la charge du noyau, mais il a l'impression que la charge, c'est plus que 2,2. Ça veut dire à peine plus qu'un noyau d'hélium. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'est pas trop attiré par ce noyau. Et d'ailleurs, vous savez, nous, on est en train de faire un calcul sur un élément qu'on appelle un alcalin. Les alcalins perdent très facilement cet électron. Vous voyez? On peut l'arracher très facilement. Dans la nature, le sodium métallique, vous n'en trouvez pas. Ça, je peux vous garantir. Il n'y a que du sodium plus 1. Vous voyez? Ça s'appelle un alcalin. Vous avez vu ça avec Valérie. Maintenant, ce n'est pas tout à fait fini. Il faut poursuivre encore le calcul pour avoir une valeur de l'énergie de cet électron en électronvolts. Donc, s'il vous plaît, vous faites 13,6 fois 2,2 au carré, c'est le Z qu'on a calculé, divisé par 9, 3 au carré. S'il vous plaît, et vous me dites combien ça fait. Moins 7,31, merci.
Voilà. Donc ça, c'est une petite valeur. Hein. Cette petite valeur est en accord avec le fait que le sodium est un alcalin et qu'il perd très facilement son électron. Alors normalement, ce qu'on peut faire, un instant, c'est calculer l'énergie de tous les électrons hein, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe quelque part? Même sur un site comme Wikipédia, je pense que cette page est sérieuse, vous trouvez les énergies d'ionisation hein, de nombreux éléments. Première ionisation, deuxième ionisation, troisième ionisation. On sait, hein, on peut faire, hein, on peut mesurer expérimentalement. On peut arracher bien sûr un électron au sodium, mais on peut arracher un deuxième électron, ça coûte beaucoup plus d'énergie. On peut arracher un troisième, on peut en arracher 11. Vous voyez, jusqu'à la 11e ionisation pour le sodium, parce qu'il y a 11 électrons. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'ensemble des énergies orbitalaires des 11 électrons. Et quand on fait ce calcul, normalement, on trouve dans les méthodes de Slater moins 4398 électronvolts, en sachant que la valeur expérimentale, c'est moins 4418 électronvolts, donc c'est assez proche. Si vous le faites avec le lithium, c'est ce que j'ai posté lundi, vous verrez, c'est encore plus proche. Donc plus les atomes sont petits, mieux son modèle fonctionne. Ensuite, quand les atomes deviennent de plus en plus gros, ça devient un peu plus compliqué d'avoir une bonne représentation. Mademoiselle.